santé donc, avec cette question qu'on se pose, pourquoi il est important de se faire vacciner? Et on en parle avec Angela Peña. Bonjour, Angela. Bonjour Ricardo, il semble que vous avez démarré sur des chapeaux de roue ce matin. Absolument. C'est Comment ça, allez-vous? ça va bien, merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors que les premières doses de vaccins ont commencé à être administrées dans notre pays, beaucoup craignent de se faire injecter n'importe quoi. Je crois qu'il n'est pas exagéré d'affirmer que dans le pays, il y a des poches de résistance ou des poches d'incrédules. Les vaccins AstraZeneca que notre pays a acquis par le processus COVAX ont été d'ailleurs vite tournés en dérision, en ridicule j'allais dire. C'est ainsi que très vite on parle de AstraZeneca en minant pour dire que lorsque vous prenez ce vaccin, vous pourriez avoir très rapidement une diarrhée profuse. J'ai donc choisi délibérément ce matin de vous donner des raisons, de bonnes raisons de vous faire vacciner. Le but est de vous rassurer quant à l'intérêt de vous faire vacciner quand ce sera à votre tour. Le personnel de santé et les personnes âgées à risque étant les premiers concernés par cette vaccination qui a démarré hier avec la vaccination du ministre de la Santé lui-même, le professeur Benjamin Humpati, et puis de Madame Véronique Toye-Fodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, elle-même docteur gynécologue. Voilà. Alors, dites-nous, Angela, pourquoi face justement à cette pandémie de la COVID-19, on ne parle pas plutôt de médicaments? Pourquoi forcément un vaccin? Alors, c'est le lieu de rappeler que la COVID-19 est une maladie virale mortelle causée par un virus qu'on a appelé le coronavirus qui tient en réalité son nom de sa forme. C'est un virus qui a une forme en couronne et la maladie affecte différemment les personnes. Certaines personnes vont développer une forme assez légère et vont s'en sortir au bout de 15 jours environ, mais d'autres personnes vont guérir seulement après hospitalisation et d'autres encore vont mourir parce que c'est une maladie quand même respiratoire aiguë et lorsque vous développez la forme grave d'emblée, vous allez, ce n'est pas facile de vous récupérer. Alors pour combattre déjà les microbes de façon générale, il y a des antibiotiques, il y a des antirétroviraux, il y a beaucoup de choses. Mais pour combattre les microbes qui sont classés virus, c'est le temps. Par exemple, quand on prend le rhume habituel ou la grippe habituelle, le rhume, je vais le dire comme ça, lorsque vous avez le rhume, il n'y a pas, le rhume est souvent dû à un virus. Un virus. Et il n'y a pas de médicament type pour lutter contre le rhume. On vous laisse en traitant les symptômes, c'est-à-dire les maux de tête, l'écoulement nasal. On traite ça en attendant que ça se résorbe de lui-même, disons, 8 jours après. Donc souvent, c'est le temps. Quand on ne peut pas faire face au temps, on va parler d'antirétroviraux. On l'a vu par exemple dans le VIH-Sida, où aujourd'hui, c'est les antirétroviraux qui sont recommandés pour diminuer la charge virale. Et puis, il y a la vaccination qui a été introduite dans le monde en 1976 par un médecin anglais, Edward Jenner. Et c'était contre la variole, qui est aussi une maladie très grave. Et depuis ce temps-là, lorsqu'on a introduit le vaccin, c'est-à-dire la vaccination dans le monde, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a toujours privilégié la vaccination ou le vaccin pour arrêter les épidémies, les pandémies et sauver des millions de personnes. Parce que quand ça commence, quand on parle d'épidémie, c'est qu'une vague, une proportion importante de la population souffre de la même maladie. Et de l'autre côté, quand on parle de pandémie, c'est que le virus s'est déplacé, il a traversé les frontières, donc ça a pris le monde entier. Donc face à ces épidémies ou à ces pandémies, l'Organisation mondiale de la santé préfère toujours la vaccination pour sauver des millions de personnes, puisque la vaccination a prouvé, a donné ses preuves. C'est ainsi que
par exemple, grâce à la vaccination, on a pu éradiquer certaines maladies. Donc, on a éradiqué, par exemple, la variole, la poliomyélite aussi dans certains pays. Sauf que dans notre pays, bon, on n'a pas encore éradiqué ça. Donc, dans le cas d'espèces, nous sommes face à un virus mortel, éminemment mortel. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui meurent de ça, je le rappelais tout à l'heure. Et vous avez entendu parler de l'immunité collective. Autrement, la thèse, en fait, est d'arriver à vacciner un nombre important de personnes de sorte qu'on arrête la propagation du virus. Donc, lorsque vous vous vaccinez, vous vous protégez, mais en plus, vous protégez la communauté et le gâteau sur le cerise, pour le dire comme ça, c'est que vous arrêtez la propagation du virus. Lorsque de nombreuses personnes sont vaccinées, elles protègent et donc arrêtent ainsi la propagation du virus qui n'a plus beaucoup de personnes en réalité à infecter. C'est ce qu'on appelle en réalité l'immunité collective. Et puisque nous sommes face à une pandémie, ce que nous pouvons faire, c'est la vaccination. Ce n'est pas un médicament. Et la vaccination de chacun et d'un nombre suffisant va arrêter la propagation. Parce que lorsque moi je suis vaccinée, ça ne veut pas dire que je ne porte pas le virus, mais le virus n'a plus beaucoup de personnes à vacciner au cas où on vaccine. À infecter au cas où on vaccinerait beaucoup de personnes. Puisque quand il va rentrer, il aura quelque chose qui va lutter contre lui et il va nous laisser en paix. D'accord. Alors, vous l'avez dit dans votre introduction, beaucoup ne croient pas justement à ce vaccin. Comment, aujourd'hui, on peut être sûr qu'on ne se fait pas injecter n'importe quoi? Oui, c'est vrai que dès le début de la maladie, de la COVID-19, il y a beaucoup de thèses qui ont émergé. C'est ainsi qu'on a parlé de la thèse du complot. Et donc, aujourd'hui encore, en Afrique, surtout dans notre pays, les gens pensent que la vaccination pourrait nous faire, apporter quelque chose, une puce. Il y a des thèses qui font qu'on ne croit pas en la vaccination. Donc, comment être sûr que les vaccins qu'on nous amène, qu'on nous injecte, ne sont pas mauvais? C'est que lorsque les vaccins, en réalité, sont produits en laboratoire, ils subissent beaucoup de tests. Et je parlerai de tests sur les animaux. Après, quand on a fait les tests sur les animaux en laboratoire, on sait par avance qu'il y aurait par exemple des effets secondaires sur des personnes, les humains. Mais lorsque finalement on finit ces tests-là et qu'on passe à l'humain, on va faire encore des essais qu'on appelle des essais cliniques. Et là, pourquoi on parle d'essais cliniques? C'est que quand on injecte ça à des milliers, à des dizaines de milliers de personnes, on surveille vraiment ces personnes-là, de sorte que si ça a d'autres effets secondaires, on puisse détecter ça avant d'aller vers une population beaucoup plus large. Donc, c'est après ces essais cliniques concluants que l'Organisation mondiale de la santé accepte qu'on diffuse ces vaccins-là de façon beaucoup plus large. Et même lorsque, de façon beaucoup plus large, on commence cette vaccination, il y a encore une surveillance. Et c'est ça qu'on appelle la pharmacocinétique, c'est-à-dire qu'on surveille lorsque on commence à injecter à tout le monde. La pharmacovigilance, on essaie encore de suivre ces personnes-là pour savoir ce que ça donne. C'est ainsi que le vaccin AstraZeneca, quand il a commencé à être injecté aux populations, on a découvert que certaines personnes développent ce qu'on appelle la thrombose. La thrombose, c'est un caillot de sang qui peut aller boucher les vaisseaux sanguins. Mais vous avez vu que très rapidement, on a encore demandé qu'on continue avec cette vaccination, tout simplement parce que les personnes qui ont été vaccinées
à l'époque, avec le vaccin AstraZeneca, les personnes âgées, en l'occurrence, sont déjà des personnes à risque. Lorsque vous avez des maladies cardiovasculaires liées donc à votre âge, c'est normal, on nous le dit à ces personnes-là, on nous le dit de façon générale, à partir d'un certain âge, on nous demande de prendre un quart d'aspirine pour pouvoir fluidifier le sang. Donc ce sont des personnes qui sont déjà à risque par rapport à ça. Et l'autre chose, c'est que les chercheurs font souvent le rapport bénéfice-risque. C'est-à-dire que quand le bénéfice est beaucoup plus grand que le risque, on peut approuver le vaccin et continuer à faire la vaccination, parce que lorsque vous quittez votre maison, le risque que vous fassiez, pardon, je touche du bois, un accident, le risque, il est là, mais vous devez venir travailler, n'est-ce pas? Donc, vous venez quand même travailler. C'est ainsi que quand on rapporte ça au niveau de la production des vaccins et au niveau de la vaccination, les chercheurs, les scientifiques, ils font le rapport risque-bénéfice et voient un peu ce que ça nous apporte de bien par rapport au risque et tranchent. Et donc, il faut que vous vous rassuriez donc, que le vaccin, les vaccins, les différents vaccins qui ont été approuvés par l'Organisation mondiale de la santé ne sont pas de mauvais vaccins, ce ne sont pas des vaccins qui pourraient nous faire mal. Et franchement, la thèse selon laquelle on nous introduirait des puces dans l'organisme, il faut vraiment il faut oublier cette thèse-là, parce que vous voyez que dans le monde entier, le le coronavirus est en train de tuer. Le ministre de la Santé et le ministre des Affaires sociales viennent de nous donner l'exemple. Et donc, quand ce sera votre tour, il vaut mieux y aller, parce que bien au contraire, la vaccination, lorsque vous la faites, ça vous protège, parce que ça appelle votre système immunitaire. On en a beaucoup parlé lorsque le coronavirus est apparu. Lorsque vous mettez un vaccin, ça appelle en fait votre immunité, votre système immunitaire à réagir éventuellement contre le virus lorsqu'il va s'introduire dans votre organisme. Donc ici, c'est que on vous vaccine souvent au niveau du muscle, parce que le muscle est richement vascularisé, donc on se dit qu'il y a des cellules immunitaires là, et dès que on met le virus atténué au niveau de ce muscle là, les cellules qui sont là réagissent efficacement et durablement pour dire à votre organisme, attention, il faut se préparer à affronter tel virus. Et donc, on va dire qu'il y a eu différents types de vaccins. Les vaccins où c'est atténué, le virus est atténué, et les vaccins, vous devez avoir entendu parler de l'ADN et puis de ARN. Les vaccins de ce type-là, eux, c'est disons qu'ils donnent le code génétique qui permet à l'organisme de se préparer à disons, fabriquer l'antigène lui-même. Donc, c'est juste la différence là. Et tous ces vaccins-là ont prouvé dans d'autres maladies leur efficacité. Et ici, nous sommes face à un virus qui mondialement fait mal, fait peur. Donc, il fallait y aller très vite. Alors, il est important donc, de se faire vacciner, dites-vous. Peut-être ce sera la dernière question. Est-ce que le vaccin dispense les uns et les autres du respect des gestes barrières? Ah non, la vaccination ne dispense pas des gestes barrières, parce que le virus ne se déplace pas de lui-même. Vous le savez, c'est avec les personnes que le virus se déplace. Le virus, il est porté par les populations. Donc, en réalité, lorsque vous vous vaccinez, ça ne veut pas dire que immédiatement vous êtes protégé. Je viens d'expliquer comment ça se passe. En fait, quand vous vous êtes vacciné, le vaccin apprend à votre organisme, au système immunitaire à réagir, à mettre en branle ses soldats pour pouvoir lutter contre un éventuel, disons,
les militaires, enfin, je ne parlais pas de terrorisme, mais quand on est, il y a un mot Assailli. pour assailli, voilà, quand on est assailli, donc ça apprend en fait à l'organisme à s'apprêter à une éventuelle confrontation avec un virus. Donc, et ça ne nous dédouane pas automatiquement du port du masque ni du lavage des mains. Donc on va continuer à faire ça, surtout qu'il faut d'abord un nombre suffisant de personnes vaccinées avant l'immunité collective tant rêvée par les scientifiques. Donc, on va continuer à se laver rigoureusement les mains à l'eau et au savon. J'ai remarqué que aujourd'hui, bon, c'est du passé pour beaucoup de gens. Au départ, on avait bien le dispositif devant les commerces, les banques, en tout cas les administrations de façon générale, on se lavait les mains. Aujourd'hui, on a laissé, mais il faut savoir que les personnes les plus vulnérables, nos grands-parents, nos parents sont ces personnes-là qui décèdent en fait du virus. Donc, il faut continuer avec la veille, se laver rigoureusement les mains à l'eau et au savon ou à défaut, utiliser le gel hydroalcoolique et surtout porter le masque lorsque vous êtes dans des espaces vraiment confinés. À bon entendeur, à demi-mot, tout simplement. On n'oublie pas les distances, hein, parce que Ouais. maintenant, là, on se jette l'un sur l'autre. Il faut respecter les gestes barrières. Voilà. C'est important de le rappeler, la J'espère que je vaccination. vous ai convaincu quelque peu. Oui, oui, c'est bon pour moi. Mon Le vaccin. objectif, quand même, c'est d'apaiser et que le pays, en tout cas tout un pays, le président de la République ou même le ministre ne peut pas nous envoyer des choses pas très bien. Il y a une réglementation pour vérifier, pour contrôler les médicaments et même les vaccins lorsqu'ils arrivent sur le territoire. Donc tous les pays africains disposent de ces centres de contrôle-là. Chez nous aussi, nous en avons. Et rassurez-vous, tous ces contrôles-là sont faits parfaitement avant d'aller vers la vaccination de masse. C'est très important donc de se faire vacciner et de ne pas oublier de respecter les gestes barrières. Vous l'avez entendu, respectons donc scrupuleusement les gestes barrières comme indiqué par le gouvernement. Cela nous protège et cela protège également les autres. Et pour construire un pays, il faut des citoyens en bonne santé. C'est important. Merci beaucoup, Angela Kouidia. Vous passez une excellente journée. 5 sur 7 matin va se poursuivre, mesdames et messieurs. Je vous l'avais annoncé à l'entame de cette émission. Nous sommes mardi, c'est le 30 mars 2021 et depuis donc ce lundi, je dirais, ou ce dimanche, la semaine sainte a commencé pour tous les chrétiens catholiques. Aujourd'hui, je vous propose de vous en parler avec le père Hubert Kedouide. Vous le connaissez, c'est un habitué donc de ces plateaux. Il est toujours disponible quand on lui fait appel. Avec lui, nous en saurons davantage donc sur la semaine sainte. On l'installe tout de suite.